Bonjour à tous, je suis Clémence Richetta, maître de conférence au département de biologie et chercheuse en virologie au LBPA. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les tests de dépistage du Covid-19. Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que les tests de dépistage actuels visent à détecter la présence du virus responsable du Covid-19, qui a été nommé le SRAS-CoV-2, dans les sécrétions oropharyngées des patients. C'est le génome du virus, c'est-à-dire le support de son information génétique, que l'on va mettre en évidence grâce à la technique dite de RT-qPCR. Comme vous pouvez le voir sur cette image représentant la structure du virus, le SARS-CoV-2 est un virus enveloppé, c'est-à-dire qu'il possède une enveloppe lipidique représentée ici en rouge, dans laquelle vont s'insérer des protéines virales représentées ici en jaune ou en bleu. Le génome du virus, qui contient les informations nécessaires au virus pour sa multiplication, est présent, lui, à l'intérieur de la particule virale, comme vous pouvez le voir sur cette image en coupe avec le génome représenté ici en rose. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code génétique est universel et qu'il existe seulement deux types de molécules pouvant assurer le support de cette information génétique. Le premier type de molécule, que vous connaissez tous, c'est l'ADN, ou acide désoxyribonucléique, qui compose nos chromosomes. L'ADN est composé de deux brins de désoxyribonucléotides appariés selon une règle très stricte. Les cytosines, en bleu clair, s'apparient forcément avec des guanines, en bleu foncé, alors que les adénines, représentées en rouge, s'apparient forcément avec des thymines, représentées en jaune. Comme l'enchaînement de 1 ou de 0 permet de coder des programmes informatiques, l'enchaînement de ces 4 nucléotides, A, T, C, G, dans des séquences précises, permet de coder l'ensemble des informations génétiques de tous les êtres vivants. Le deuxième type de molécule assurant le support de l'information est l'ARN, ou acide ribonucléique. Contrairement à l'ADN, l'ARN est composé d'un seul brin de ribonucléotides, cytosine, guanine, adénine ou uracile. Dans toutes les cellules des êtres vivants, ces deux types de molécules coexistent. En effet, le décodage de l'information génétique contenue dans l'ADN passe d'abord par une conversion de la molécule d'ADN en ARN lors d'une étape appelée transcription. L'un des deux brins d'ADN va servir de matrice pour la synthèse d'un ARN simple brin portant des nucléotides complémentaires de la séquence d'ADN. Cet ARN sera ensuite décodé lors d'une étape appelée traduction en protéines assurant les fonctions cellulaires. Pour les virus, c'est un peu différent car leur information génétique peut être portée soit par une molécule d'ADN, comme c'est le cas par exemple chez les herpès-virus, ou bien cette information génétique peut être portée directement par une molécule d'ARN. C'est le cas notamment pour le SRAS-CoV-2 responsable du Covid-19. Le génome à l'intérieur de la particule virale, en rose, est donc une molécule d'ARN qui porte les différents gènes du virus. L'objectif du test de dépistage va donc être de déterminer la présence ou l'absence de cet ARN génomique dans les prélèvements respiratoires des patients. De plus, en cas de détection de cet ARN, la technique de dépistage permettra de quantifier le nombre de molécules de génome, reflétant ainsi la charge virale. Le test de dépistage commence donc par des prélèvements chez les patients. De manière systématique, il y a un prélèvement nasopharyngé, c'est-à-dire au niveau des voies respiratoires hautes, et un autre prélèvement au niveau des voies respiratoires basses, comme par exemple en prélevant du liquide de lavage broncho-alvéolaire, peut aussi être réalisé. Après ce prélèvement, la deuxième étape du test va consister à extraire et à purifier les molécules d'ARN présentes dans les échantillons. Cette étape d'extraction et de purification des ARN est en général réalisée à l'aide de kits commerciaux, mais implique tout de même un certain nombre de manipulations qui peuvent prendre du temps. Dans les laboratoires les mieux adaptés, ces extractions d'ARN peuvent être réalisées par des automates. Il est cependant important de noter que les échantillons de sécrétion de voies respiratoires doivent être manipulés sous des postes de sécurité microbiologique par une personne munie d'équipements de protection, comme blouse, masque, gants, etc. De plus, l'ARN est une molécule assez fragile et sensible à la dégradation. Il doit donc être manipulé par des personnes compétentes en biologie moléculaire.
Une fois les ARN extraits, la troisième étape du test va consister à analyser si l'échantillon contient des ARN correspondant au génome du virus par la technique dite de RT-qPCR. Cette technique va en fait permettre de détecter la présence de séquences d'ARN spécifiques de gènes du virus. Le premier test décrit et publié le 23 janvier 2020 par Victor Korman et ses associés permet de mettre en évidence les séquences d'ARN présentes dans 3 gènes du virus. Le gène qui s'appelle E, le gène qui s'appelle RDRP ou le gène qui s'appelle N. Pour savoir si les séquences de ces gènes sont présentes dans les échantillons d'ARN extraits, il faut tout d'abord pouvoir les amplifier afin d'obtenir un signal suffisant à leur détection et à leur quantification. Le problème est qu'on ne sait pas amplifier des molécules d'ARN. En revanche, la technique dite de PCR, pour Polymerase Chain Reaction, est une technique permettant d'amplifier les molécules d'ADN. Il va donc tout d'abord falloir convertir les ARN extraits en molécules d'ADN. Pour cela, on va utiliser une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse, capable d'effectuer ce que l'on appelle une transcription inverse ou reverse transcription, RT, que l'on retrouve dans le thème RT-qPCR. Grâce à cette transcription inverse, la molécule d'ARN va être transcrite en ADN. Une fois les molécules d'ARN converties en ADN, on va chercher à amplifier les séquences spécifiques aux gènes du virus par la technique de PCR. La technique de PCR permet d'amplifier de manière spécifique une séquence d'ADN présente parmi de nombreuses autres séquences. Elle va se dérouler en 3 étapes appelées dénaturation, hybridation et élongation, qui s'effectuent toutes à des températures différentes. À la fin de ces 3 étapes, la séquence d'ADN d'intérêt aura été multipliée, en théorie, par 2. Ces 3 étapes correspondent à ce que l'on appelle un cycle de PCR et sont répétées n fois, un cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles, etc., de manière à obtenir une quantité d'ADN suffisamment importante. Mais comment ces étapes fonctionnent-elles dans le détail? La première étape de dénaturation de l'ADN consiste à séparer les 2 brins d'ADN en soumettant la molécule à une température de 95 degrés, température à laquelle les interactions entre les paires de nucléotides vont être rompues. L'objectif des 2 autres étapes va être de venir amplifier seulement la séquence d'ADN d'intérêt, donc celle d'un des gènes du virus, dans le cas du dépistage. Et pour sélectionner la région de l'ADN qui va être amplifiée, on va utiliser des amorces. Les amorces, ce sont des petites séquences d'ADN synthétisées en laboratoire, complémentaires à une partie de la séquence d'ADN que l'on souhaite amplifier. À une certaine température, qui dépend de la séquence en nucléotides de ces amorces vont venir s'hybrider avec l'ADN cible. Il faut noter qu'on utilise un couple d'amorces, une amorce pour chacun des 2 brins de l'ADN. Lors de la 3e étape, dite d'élongation, une enzyme appelée l'ADN polymérase va pouvoir, à partir des amorces, synthétiser un brin d'ADN complémentaire à l'ADN matrice. Seulement la séquence d'ADN bornée par les 2 amorces sera amplifiée au fur et à mesure des cycles, et cela de manière exponentielle. En effet, si l'on imagine que l'on part par exemple d'une seule molécule d'ADN au départ, et en considérant que l'efficacité de la PCR est de 100%, on obtient après un cycle de PCR 2 molécules d'ADN, après 2 cycles de PCR 4 molécules, après 3 cycles 8 molécules, après 4 cycles 16 molécules, et au bout du nème cycle de PCR, on obtient 2 puissance n molécules d'ADN. Donc cette technique de PCR que je viens de vous présenter est la technique de PCR classique qui permet d'amplifier un fragment d'ADN d'intérêt, mais qui ne permet pas en l'état de le quantifier. Si l'on veut pouvoir quantifier précisément le nombre de molécules d'ADN d'intérêt présentes dans notre échantillon, il faut réaliser ce qu'on appelle une PCR quantitative ou
qPCR. La différence avec une PCR classique est que l'on va visualiser en temps réel la formation des produits de PCR à la fin de chaque cycle de cette PCR. Comment ? En incorporant un signal fluorescent aux molécules d'ADN en cours de formation. Ainsi, à chaque cycle, la machine de PCR va mesurer le signal fluorescent émis proportionnel à la quantité de molécules d'ADN formées. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, plus on aura des molécules d'ADN formées, plus le signal fluorescent sera important. Lorsque l'on suit l'émission de fluorescence, représentée ici sur cet axe, en fonction du nombre de cycles de PCR, représenté ici, ce que l'on constate, c'est que dans les premiers cycles de PCR, le signal fluorescent est très faible et indiscernable du bruit de fond, car il n'y a pas assez de molécules d'ADN qui ont été formées. Mais à partir d'un certain cycle, qu'on appelle le cycle seuil, ou CT, la quantité d'ADN est suffisamment importante pour que le signal fluorescent sorte de ce bruit de fond. Le signal de fluorescence va alors augmenter de manière exponentielle jusqu'à la saturation de la réaction conduisant à un plateau. La rapidité avec laquelle le signal fluorescent sort du bruit de fond dépend de la quantité d'ADN présente au départ dans l'échantillon. Par exemple, ici, on a 5 échantillons différents contenant des quantités d'ADN différentes. Plus la quantité d'ADN de départ est importante, moins il y aura besoin de cycles d'amplification pour détecter un signal, et donc plus le cycle seuil, le fameux CT, sera petit. Donc par exemple ici, l'échantillon vert a un CT plus petit que l'échantillon rose, ce qui signifie que la quantité d'ADN présent au départ dans l'échantillon est beaucoup plus importante pour l'échantillon vert que pour l'échantillon rose. En utilisant des gammes calibrées d'ADN dont on connaît précisément la quantité, on va pouvoir déterminer une équation permettant d'associer le cycle seuil à une quantité absolue de molécules d'ADN présentes au départ. C'est donc de cette manière que l'on peut quantifier avec précision l'ADN d'intérêt dans nos échantillons. Pour incorporer un signal fluorescent aux molécules d'ADN formées par PCR, il existe plusieurs méthodes utilisant différents types de sondes. Dans le cas du test effectué pour le Covid-19, décrit par Victor Korman et ses associés, les sondes utilisées sont des sondes de type Tachman. Ces sondes correspondent en fait à une séquence de nucléotides spécifique de la partie d'ADN que l'on cherche à amplifier. À une extrémité de la sonde, on trouve une molécule appelée fluorochrome capable d'émettre de la fluorescence, mais à l'autre extrémité de la sonde se trouve une autre molécule appelée quencher qui va empêcher l'émission de fluorescence par le fluorochrome. Ces sondes s'hybrident sur la séquence d'ADN à amplifier en même temps que l'étape d'hybridation désamorce. À ce moment-là, il n'y a pas d'émission de fluorescence possible. En revanche, lors de l'étape d'élongation, quand la polymérase va venir synthétiser le brin d'ADN complémentaire à l'ADN matrice à partir des amorces, cette polymérisation de l'ADN va conduire à la dégradation de la sonde Tachman, libérant ainsi le fluorophore du quencher et rendant possible l'émission de fluorescence. La fluorescence sera donc détectable par la machine juste après cette étape d'élongation. Si je résume, donc le dépistage peut être découpé en 3 étapes. Premièrement, le prélèvement, puis l'extraction des ARN, suivie de la quantification d'ARN spécifique du SARS-CoV-2 par une méthode de RT-qPCR, c'est-à-dire une première étape de transcription inverse pour former de l'ADN à partir des ARN extraits, puis une quantification de cet ADN par la méthode de PCR quantitative. En termes de temps, il faut compter une moyenne de 3-4 heures entre le prélèvement et l'obtention des résultats, ce qui est un facteur limitant pour la réalisation de tests à très grandes échelles. D'une manière générale, la PCR quantitative est une technique permettant d'avoir une très grande spécificité et une très grande sensibilité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est devenu notre technique d'expertise au laboratoire dans le cadre de nos recherches sur le VIH.
Il est important de noter que le choix de la séquence des amorces ainsi que le choix de la séquence des sondes utilisées est un point crucial pour la spécificité et la sensibilité du test. En ce qui concerne le protocole pour le Covid-19, décrit par Victor Korman et associés, les auteurs préconisent de réaliser 2 PCR quantitatives successives. La première permettant la détection du gène E du virus, puis une seconde PCR permettant la détection du gène RDRP du virus, et ceci afin d'augmenter la spécificité de leur test. Ceci met donc en évidence que ce protocole initial pourrait certainement être amélioré en termes de spécificité et de sensibilité, notamment en travaillant sur le choix d'autres amorces et d'autres types de sondes. C'est pourquoi, grâce à notre expertise dans la quantification des génomes viraux, nous espérons, dans notre équipe au LBPA, contribuer à l'amélioration des techniques de PCR quantitative dans le cadre du Covid-19. Ce qui est le plus limitant pour réaliser des tests à grande échelle est la disponibilité des réactifs nécessaires aux tests de PCR, mais également les ressources en personnel technique, puisque cette méthode implique de nombreuses manipulations, et pour finir, le temps de réalisation du test. C'est notamment pour cette raison que les plus grandes entreprises de biotechnologie se sont lancées dans une course contre la montre afin de développer des tests commerciaux contenant des mélanges de réactifs déjà préparés et permettant de réaliser une RT-qPCR de manière plus automatisée. Et d'ailleurs, depuis le 23 mars 2020, une liste de 19 tests commerciaux autorisés et disponibles sur le territoire français a été établie par la Direction générale de santé. J'espère que cette vidéo vous aura donné les éléments clés pour comprendre comment fonctionnent les tests de dépistage du Covid-19. Si jamais vous avez des questions, notamment sur les techniques de PCR quantitative, vous pouvez nous contacter, moi-même ou mon collègue Olivier Delelis, avec lequel je travaille.